le 7e épisode, j'ai pris goût à me téléporter en pleine forêt. Alors, j'ai décidé d'aller rencontrer l'entrepreneur Christine Reiss, qui est la copropriétaire du Relais 22, une de nos nombreuses pourvoiries. Alors, on s'est dirigé à une centaine de kilomètres du centre urbain de La Tuque. À l'époque, son nom faisait référence à la distance qui séparait le relais de la gare de Wendigo, d'où partaient les bûcherons à cheval pour se rendre au camp, soit 22 000. On retrouve à La Tuque 3 principaux axes routiers forestiers, soit les routes 1, 25 et la route 10, celle que nous avons empruntée. Alors aujourd'hui, j'ai rencontré quelqu'un qui a une vision, qui est un entrepreneur avec, une certaine passion, parce que quand on est entrepreneur dans une pourvoirie, il faut que tu aies une vision, il faut que tu sois passionné. Je suis très fière de l'avoir rencontré. Je vous souhaite une super de belle émission, une bonne écoute et n'oubliez pas de partager. Cet épisode est rendu possible grâce au financement de Ville de La Tuque en collaboration avec le Carrefour Emploi et ses partenaires de la stratégie d'accueil et d'intégration de Choisir La Tuque. Pour le 7e épisode, j'ai eu la chance de me téléporter dans la forêt, donc à 93 km. C'est-tu bien ça, 93 km? Du centre de La Tuque, environ 105. 105 km du centre urbain de La Tuque. Et aujourd'hui, je vous présente mon invitée, Christine Reiss. Merci d'avoir accepté mon invitation. Ça me fait tellement plaisir, moi, quand les gens se déplacent chez nous. C'est tout le temps moi qui se déplace à l'extérieur, donc c'est toujours un plaisir d'accueillir les gens. Originaire de Port-Cartier sur Côte-Nord, notre invitée a grandi près de la mer, entourée par l'air salin. Elle a étudié les sciences de la nature jusqu'à ses 19 ans au cégep de Sept-Îles. Ensuite, elle a déménagé en Estrie pour obtenir un bac en biologie avec une concentration en écologie, qu'elle a terminé en 1999. Elle a rencontré son conjoint et a eu un fils, Jérôme, la même année. Donc, en même temps qu'elle termine son bac, elle a un petit bébé. En 2000, elle est retournée sur la Côte-Nord pour travailler dans le traitement des eaux, la gestion de la conformité environnementale et le développement durable. Pendant ses 16 années de carrière municipale, elle a complété ses 2 certificats, 2e cycle à l'Université de Sherbrooke en vérification environnementale et en environnement développement durable. Je t'ai soufflé. Moi aussi. En 2016, après 20 ans de vie commune, elle et son conjoint Martin ont acheté une pourvoirie en Mauricie. Ils vivent maintenant en harmonie avec la nature à La Tuque depuis maintenant 8 ans. Je vous présente Christine Reiss. Enchantée! Bonjour! J'ai-tu raison quand je dis que tu as juste une vitesse? Moi, je me suis tout le temps dit que j'avais pas de temps à perdre. Puis la vie passe tellement vite. Donc, je regarde tout ça, puis je dis, oui, j'ai fait plein de choses, c'est intéressant, puis j'en ai encore tellement d'autres à faire. Donc, je pense que je suis pas allée si vite que ça. Bon, on va en parler plus tard de ce qui guérie, reste à faire. Puis là, j'ai dit Reiss. Je n'étais pas certaine si je devais dire Reiss. C'est la vraiment plupart des gens Reiss. disent Reiss. En fait, c'est Reich, c'est portugais. En fait, les gens le prononcent là-bas Christine Reich. Mais je trouve ça tellement rude. On dirait que les Portugais des Açores au Portugal parlent un peu comme les Russes. Là. C'est un petit peu cru comme langage. C'est pas comme les Italiens, là, que c'est très poétique. Là. Mais c'est pas grave de la façon. Oui, c'est rough un peu. Ouais, mais on dirait que quand ils se parlent entre eux autres, ils sont même fâchés des fois, mais c'est juste le langage qui fait ça. C'est des gens très chaleureux, très familial. Puis que vous le dites de la façon dont ça vous tente, moi, c'est bien correct. Il n'y a pas d'erreur. Ouais, non. Donc, tu es originaire du Portugal? En fait, mon père est né au Portugal. Il a immigré, il avait 5 ans avec son père et puis et sa mère. Et quelques-uns de ses frères et sœurs. Il y en a quelques-uns qui sont nés ici au Canada. Et puis, ils ont vécu sur la Côte-Nord, pas loin de Sept-Îles, toute leur enfance. Et c'est là que mon père a connu ma mère quand il avait à peine 14 ans. Oui. Puis là, toi, tu as grandi sur la Côte-Nord. Oui, en fait, ils m'ont eu, ils avaient tous les deux une vingtaine d'années passées. J'ai vécu à Port-Cartier toute mon enfance. J'ai été choyée de vivre sur la Côte-Nord, parmi la mer, les grands espaces. C'est une très belle ville pour se
développé au niveau de la Côte-Nord. Et puis, très sécuritaire aussi. Donc, j'ai développé mon goût pour la nature là-bas. Quand j'étais jeune, jusqu'à la fin de mon secondaire, on m'appelait Christine Nature. Fait que c'était pas compliqué. Ah ouais, hein? J'étais tout le temps dans le bois les week-ends. On construisait un chalet, moi puis mon père, puis ma mère. Donc, c'est tout le temps quelque chose qui m'a intéressée. J'allais à la chasse, j'allais à la pêche. Toujours aimé ça. Donc, quand c'était le temps pour les jeunes ados d'avoir un scooter, ben moi, mon père m'a acheté un skidoo puis un 4 roues. Fait que j'étais déjà bien trop grande pour un scooter avec mes 5 pieds 10. Et puis, je suis allée au cégep à Sept-Îles. C'était le cégep qui était le plus proche. Donc, on voyageait matin et soir. C'était quand même 2 ans assez ardus parce que c'est presque 1 heure d'autobus tous les matins, tous les soirs. On partait très tôt, on arrivait tard, tous les jours, même par les tempêtes, tout ça. Et puis, ça s'est terminé avec brio et inscription à l'université. J'ai été acceptée partout. Puis, j'ai fini par choisir l'Université de Sherbrooke, qui avait le nouveau programme en écologie, qui est un programme, une coopérative. Là, on pouvait faire autant des stages l'hiver, l'été, l'automne. Donc, c'était un programme qui était un peu différent de ce qui était offert habituellement en biologie. OK. Ouais. Puis là, après ça, tu as dit, je retourne d'où est-ce que je viens, je m'en vais m'enraciner là. Quand j'ai fini mon baccalauréat en 99, là, j'avais un enfant, bien entendu, là, qui s'apprêtait à sortir, qui était très bien. Il est sorti vraiment tard. En fait, on était comme à l'aube là, des gens, les baby-boomers qui prennent leur retraite, mais qui travaillaient encore. Donc, d'un point de vue environnement, biologie, c'était pas des postes qui étaient faciles à obtenir. Donc, il fallait vraiment, vraiment chercher. Les gens couraient pas après nous là, pour nous offrir un emploi. Dans les domaines dans lesquels j'aurais vraiment aimé travailler, c'était pas possible. J'aurais aimé travailler pour la faune des parcs. Il n'y avait pas de poste, il n'y avait rien d'offert. Donc, le domaine municipal, par contre, il y avait vraiment une demande criante pour l'environnement, pour le traitement des eaux aussi. Donc, c'est dans ce domaine-là que je me suis lancée pour la ville de Sept-Îles. Et tout juste en même temps, la ville de Port-Cartier mettait en opération une nouvelle usine d'eau potable que j'ai fait la mise en route pendant presque 18 mois pour la ville de Port-Cartier. C'est fou parce qu'aujourd'hui, actuellement, en 2024, il manque de oui, dans ce domaine-là, énormément. Ça n'a pas de bon sens. Je pense justement à la ville de La Tuque, ça fait longtemps qu'ils cherchent. Oui. D'après moi, ils pourraient t'engager demain matin. Ça prend des qualifications très pointues pour travailler dans le domaine de l'eau potable. Veut pas, on joue avec la santé publique. Une petite erreur, une alarme qui ne sonne pas, là, ça peut devenir, au niveau de la santé publique, là, une contamination qui peut tuer des gens. On pense à Walkerton dans les années 90. Là. Ça a été vraiment là, un fléau. Puis c'est ce qui a amené à un resserrement de la loi sur la qualité de l'eau potable. Et moi, le domaine de l'eau, en général, ça a toujours été mon domaine à moi, mon expertise. Je me suis vraiment spécialisée là-dedans. Puis c'est un domaine qui est très au Québec, là, on n'est pas beaucoup à se spécialiser dans ce domaine-là. Ça m'a toujours passionnée. Que ce soit le traitement de l'eau, la chimie de l'eau ou sa gestion en elle-même de grands territoires, là, ça me passionne, encore aujourd'hui. Puis là, tu as décidé de t'en venir ici à La Tuque. Pour quelle raison? Après avoir travaillé 16 ans dans le domaine municipal, d'avoir vu toutes les sphères de gestion municipale de A à Z, d'être employé syndiqué à cadre à la fin. J'étais quand même 12 ans cadre à la ville. J'avais fait le tour de ma profession, de tout. Même si j'avais essayé de faire ma maîtrise, il me manquait la petite... Ça manquait pas gros. 1 an pour terminer, avoir la maîtrise. Mais rendu là, c'était plus important. J'avais atteint ce que je voulais atteindre. J'avais tout mis en application, ce que j'avais appris dans mes études pour atteindre la maîtrise en ayant les diplômes de gestion en environnement. Et puis, je pense que j'étais due pour passer à une autre étape. Je suis une personne qui est très, très proche de ses valeurs, de mes valeurs profondes, que ce soit la famille, que ce soit mon entourage. Je suis toujours très sincère. J'ai de la difficulté à mentir. Ça se voit tout de suite. Une personne authentique. Très authentique, OK. C'est le bon terme. Donc, ça me prenait un autre projet. Et puis, mon conjoint travaillait, lui aussi, depuis plusieurs années pour le même employeur. Puis, à un moment donné, on s'est dit, on est-tu mûr pour autre chose, là, tu sais? Puis, des fois, je le dis très souvent en blague. On a quand même passé 27 ans ensemble, moi puis mon conjoint. Puis, il y a 8 ans, on s'est dit, bon, ben, après 20 ans, au lieu de se séparer, nous autres, on va changer de vie. Donc, on a décidé qu'on vendait tout, on quittait nos emplois, puis qu'on changeait de vie en achetant le Relais 22 000. Puis, c'est parti
vraiment d'une blague, ça. On était au Jour de l'An en 2000, c'est début 2016. On était au Jour de l'An avec des amis au chalet qui ont une famille de 3 enfants. Moi, avec Jérôme, on a toujours passé nos Noëls ensemble au chalet. Et puis, on se disait, qu'est-ce qu'on pourrait bien faire si on gagnerait le million? Il y avait un gros tirage. Puis là, on s'était dit, qu'est-ce qu'on ferait avec tout ça? Puis nos amis aiment autant la forêt que nous. On s'est dit, on achète une pourvoirie, on met tout le monde dehors, puis on va rester là. Puis, c'est ça qu'on a fait, mais on a gardé notre monde. Mais c'était-tu à vendre? En fait, on avait déjà un chalet depuis quelques années à La Tuque, un chalet familial qu'on avait acheté, même si on était à Bécomo. On venait 3 à 8 fois par année à la chasse, à la pêche, au chalet. On trouvait les gens accueillants. Et puis, on était venu pelleter notre chalet, la toiture, parce qu'il fallait faire ça durant l'hiver une fois, au mois de mars. Et puis, on avait vu que le relais 22 000 était à vendre sur Facebook, parce que mon chum est natif, lui, de la Mauricie. Il y a des amis du Shawinigan, de partout. Puis, il avait vu passer ça. Puis on était venus en motoneige. On avait déjà pris une photo en avant du relais au mois de mars pendant l'hiver. Puis on avait fait une blague à nos amis avec la photo du relais sur le commentaire que le relais était à vendre. On a dit, on est venu faire une offre, parce qu'on avait fait une joke pendant le party du Jour de l'An. Puis ça a parti de cette blague-là en me disant, c'est qui achète ça, une pourvoirie? C'est-tu juste les millionnaires qui sont capables d'acheter, parce que ça vaut près d'1 million, là, quand on regarde des pourvoiries d'envergure et plus. Donc là, je dis, on est-tu capable d'acheter ça quand on a juste 2 salaires puis une maison? Tu sais, c'est qui fait ça? Puis c'est comme ça qu'a découlé le projet du relais 22. J'aurais jamais cru ça possible, parce que je suis une personne qui prône la stabilité d'emploi. D'après moi, tu l'as lancé dans l'univers. Oui, complètement. On était dû. On était dû. Et j'avais une très bonne amie avec qui je travaillais à la ville, qui était la trésorière, qui avant travaillait dans une SADC. Elle m'a dit, mais Christine, elle dit, moi, je faisais de l'accompagnement en développement d'entreprise pour les gens qui veulent acheter. Elle dit, va juste voir c'est quoi un plan d'affaires. Elle dit, t'es autodidacte, tu vas voir comment ça fonctionne. Fais-le pour toi, puis tu verras si c'est quelque chose. Fait que j'ai pondu un plan d'affaires de 42 pages. Sérieux? Puis c'est parti de là, tout s'est fait. Ça l'a pris un bon 6 mois, le temps qu'on prenne la bonne décision, fasse les études comptables, trouve du financement. Puis ça s'est rendu possible à l'automne 2016, en octobre. Ouais. Puis là, ton quotidien ressemble à quoi? Oh, OK. On est toujours ici au relais. On fait partie intégrante, moi puis mon chum, on est là depuis le tout début. T'arrives à quelle heure le matin? Ma journée typique, c'est de me lever très tôt, d'aller m'entraîner. Puis une journée sur 2 la plupart du temps. Puis d'arriver ici vers 7 heures. Un petit peu avant l'ouverture ou entre 7 et 8. C'est pas mal mes débuts. J'aime ça faire le tour de mon équipe, voir comment... Parce qu'on commence très tôt au relais. Là, en semaine, on a des travailleurs forestiers. À 2h30, j'ai déjà une cuisinière qui est rentrée parce qu'elle commence ses déjeuners à 3h le matin pour les travailleurs. On en a 45. Donc, ils mangent à peu près jusqu'à 5h. Elle passe tout ça, elle, le matin. Fait que là, le matin, moi, j'arrive... Le restaurant a déjà été tout utilisé. La vaisselle a tout été utilisée, les salles de bain. Donc, tu sais, on a une routine à faire avant la deuxième ouverture qui est 7 heures le matin. Fait que je viens voir si tout s'est bien passé. Y a-t-il eu des imprévus, des bugs? La friteuse a-tu bien marché? Je fais le tour. Fait que ça, c'est ma petite routine du matin en prenant mon café. Puis après ça, quand tout le monde est setupé, j'ai dit bonjour à tout le monde. Mon homme de service arrive à 8 heures. On regarde la journée. Si tout est beau, je m'enlignais vers ça. Parfait. Je m'en vais faire du bureau. Des fois, les gens pensent que je vais dans mon bureau puis je fais rien. Mais je fais beaucoup de choses. Je fais beaucoup de choses dans le bureau. Donc, ça commence par juste compléter la journée de la veille, calibrer les essences, être sûr que tout a été bien payé, bien facturé. Ensuite de ça, j'ajuste les heures de tout le monde. Je revérifie mes courriels. Puis là, tu as combien d'employés en ce moment ici? Sur place, toujours, j'ai environ 7 employés, mais moi, ils font du 7-7. Donc, ils travaillent 7 jours, 7 jours en congé. Donc tu as 2 équipes de travail. 2 équipes de 7 personnes. J'ai des gens qui travaillent 5 jours, mais qui habitent en forêt. Donc, tu sais, qui viennent faire les 2 chiffres. Mais la majorité de mes employés font 7 jours et repartent 7 jours en congé. Donc, moi, j'ai des employés les plus chanceux du monde. Ils ont 26 semaines de vacances par année. C'est vrai là, que c'est quand même une belle qualité de vie. Mais ils font de très grosses semaines quand ils sont ici. Ils travaillent 7 jours intenses, mais ils ont quand même 7 jours. Ils font l'équivalent de 80 jours. Entre 77 et 80 heures sur 7 jours, parce qu'ils travaillent 10 heures par jour. Puis ensuite, ils sont 7 jours en congé. Donc, ils ont sûrement besoin d'une journée ou 2 pour se remettre à la maison, se reposer, faire leur épicerie, le petit lavage. Puis ils ont un 5 jours pour profiter. Oui. Puis là, les gens, ils viennent faire quoi dans ta pourvoirie? OK.
Bien, le relais 22 000, il existe, ça fait plus de 70 ans. OK? C'était à la base un camp forestier. Donc, il a été déplacé ici il y a peut-être une trentaine d'années quand la route 10 a été construite pour le barrage Gouin. Et il y a eu l'installation des tanks à gaz parce que ça devenait un pilier de ravitaillement, vu qu'il y avait une route maintenant qui passait à l'avant. Et M. Tremblay, qui était anciennement un monsieur qui distribuait de l'essence à la TUC, c'était un peu son petit bébé, le relais 22, son dada, son loisir. Il était tout le temps ici vers la fin de sa vie. Il est même décédé presque ici. Là, c'est un monsieur qui était très malade, mais il y avait une équipe très serrée, c'était sa famille. Et il a installé le tank à gaz et il a développé aussi tous les sentiers motoneige qu'il y a maintenant à la TUC et qui sont maintenant les sentiers fédérés Trans-Québec, qui est la 83 Est-Ouest, et le sentier Nord 73 qui arrête ici. Donc, c'est comme une étoile. Les gens là, qui veulent faire de la pure motoneige, puis partir d'ici, puis pas avoir un seul stop pendant 100 km, ils sont au bon endroit, ou presque. Là. Donc, ils ne traversent pas un champ, un chemin à tous les 3 km. C'est l'endroit rêvé, mais par exemple, il faut être prudent parce que tu ne vois pas rien pendant 2 heures et demie de temps. Ouais, c'est ça. Juste la forêt et des sentiers. Puis j'imagine que c'est bien banalisé. Puis... Oh, oui. Donc, tout ça pour dire que le relais 22, à la base, c'était un camp forestier qui s'est transformé en relais, ravitaillement, hébergement pour les motoneigistes l'hiver et les gens de villégiature. Je le répéterai jamais autant, probablement qu'il a déjà été dit là, dans les autres podcasts de Choisir la TUC. La ville de Latic a le plus grand territoire non organisé, le TNO qu'on appelle, au Canada. Donc, il est énorme. Il y a plusieurs petits villes satellites et il y a énormément de villégiateurs. Je ne veux pas compter de mentir sur le nombre de bails de villégiature qu'il y a pour la ville de Latic, mais il y en a sûrement énormément. Et il y en a plus de 1000 juste sur le chemin de la route 10. C'est à peu près 4100 qui sont répertoriés. Ouais. Merci. Je dis tout le temps entre 2 et 3 000, mais c'est encore plus. C'est 4100, exactement. C'est vraiment beaucoup. Ouais. Donc, nous, tous ces gens-là qui passent par la route 10, on va en dire environ 1000, on va s'en prendre un quart. Avec cette route-là qui est principale pour aller jusqu'au barrage Gouin, ils arrêtent pratiquement tous ici. Donc, ça, c'est une partie de notre clientèle. Les passants, les gens de villégiature qui viennent se ravitailler, tous les gens de chalet qui sont autour et qui prennent pour acquis que le relais peut être le dépanneur, les épiceries, un petit endroit pour venir s'amuser le samedi soir puis dire « Hey, on fait pas le souper tout en gang, on vient manger ensemble. » On vient voir du monde. Il y a du karaoké à soir. Des choses comme ça. Donc, ça devient une partie de notre clientèle. Il y a tous les gens qui vont à la pêche l'été, qui passent et qui vont eux-mêmes de façon autonome pêcher, chasser. On a un petit peu de chasse à l'ours, qu'on a des sites qu'on offre de la chasse à l'ours. C'est pas notre clientèle principale, mais on l'offre quand même. Puis l'autre quantité de clients, c'est toutes les quads, motos et motoneiges qui viennent faire du tourisme de passage, souper, coucher, déjeuner, ils repartent. Okay. L'ensemble de nos activités, c'est ça. La petite portion pourvoirie, pour nous, elle est minime parce qu'on a tellement de services qui sont offerts autres. On est vraiment plus un gros relais. On a les droits de pourvoyeurs, mais on n'a pas de territoire dédié, comme certaines pourvoiries ont le privilège d'avoir. Donc, je ne peux pas dire que tu peux aller pêcher sur mon lac là-bas. C'est une pourvoirie sans droits exclusifs. C'est à peu près le cas de 70 % des pourvoiries au Québec, mais le seul avantage que ça nous donne, c'est d'accueillir les gens puis de les guider sur le territoire pour faire ces activités-là. Oui. Fait que je pense que j'ai fait le tour, là, en plus des travailleurs forestiers, qui est une clientèle habituelle la semaine qu'on a. Eux, ils viennent dormir dans les petits chalets? Oui, on a un hébergement qui a environ 19 chambres. On a un dortoir supplémentaire pour les travailleurs qui peuvent accueillir 16 travailleurs supplémentaires. Actuellement, on en a 45. Donc, eux arrivent le lundi soir, ils viennent souper, ils couchent, ils déjeunent, ils partent avec un lunch. Donc, les seules fois qu'on les voit, c'est comme entre 5 et 7 heures le soir. Ils font leur souper, ils se préparent pour le lendemain, puis le matin, ils viennent tellement tôt que personne ne les voit passer. Ils viennent manger rapidement. C'est inaperçu, mais ça fait en sorte que mes équipes travaillent comme des petites fourmis parce qu'ils font vraiment, vraiment beaucoup de lunch puis de préparation à l'arrière, beaucoup de ménage. Lunch du midi, dans le fond. Oui, c'est ça. Puis... C'est en plein ça. Donc, le matin, la cuisinière est toute seule, mais les travailleurs partent avec un bon déjeuner pour partir leur journée, puis un lunch pour toute la journée qu'elle confectionne lorsqu'ils sont partis pour le lendemain ensuite. Puis là, tu sais, on s'entend, là, on est quand même loin du côté urbain de la ville de Latic. Des autres services. Des autres services, oui. On peut pas dire j'ai oublié ma pinte de lait en ville.
Je vais aller la chercher vite. J'en ai toujours. C'est ça. Quand tu veux des patates. On a un restaurant, veux pas, on utilise tout ce que vous utilisez à la maison. Tu veux de la farine, tu veux de la fécule de maïs, un petit peu de sauce à poutine, un peu de... n'importe quoi, on Mais l'a. t'as un inventaire, tu n'as pas le choix de se suivre. Mais tu n'auras pas ta belle petite bouteille de ketchup Heinz, mais j'ai le ketchup Heinz en vrac, puis je le vends en petits pots de 8 onces, 16 onces. C'est un gros mangeur. Oui. On OK. dépanne tout le monde. Là. On laisse pas personne... tu veux du fromage râpé, des tranches de bacon, t'as veux-tu pré-cuit, pas cuit... on est capable de tout faire puis de dépanner tout le monde. Des saucisses hot dog, des pains. Surtout, en fait. Puis ensuite de ça, bon, ben, on a un problème avec le propane. Il y a un problème avec une ligne à eau. On a plein de bâtiments. Donc, c'est sûr qu'on a déjà un bon inventaire de quincaillerie pour nous-mêmes se dépanner. On peut toujours dépanner nos clients. Puis là, on l'a dit d'emblée dans l'introduction, tu es une biologiste, là, on peut dire ça comme ça. Tu as un projet d'envergure actuellement qui on peut dire qu'il a commencé là, à naître. Il n'est pas juste sur papier. Là, il n'est pas juste dans ma tête. Non, là. c'est ça. Là, tu l'as vraiment pondu. Qui aurait cru qu'en 1999, quand tu as fini, tu aurais cette idée-là? Hein? Bien, là, ce que des fois, les gens me le disent, là, t'as un beau projet, tout ça, mais moi, mon beau projet, là, il est en 2016 quand j'ai acheté le relais, là. Pour moi, c'était le projet d'une vie, là. Il n'y en aurait pas d'autre, là, tu sais. C'est mon bébé, puis, tu sais, j'adore mon entreprise, j'adore mon équipe, j'adore être ici. J'étais intéressée par les gens. Et puis là, est venue la COVID, l'augmentation des frais, comment qu'on dit, des frais courants, que ce soit la nourriture ou le diesel, entre autres. Et nous, on n'a aucun service ici. Là. On n'a pas le camion à vidange qui passe, on n'a pas d'électricité, on n'a pas de réseau d'égout ni d'eau. On est complètement autonome. On a notre propre alimentation en eau potable, on a notre propre usine, bien pas usine, mais système de traitement des eaux usées sur le terrain pour tous les bâtiments. Et on a notre génératrice, en fait, on en a 3, qui dépense dans l'air l'équivalent de 120 litres de diesel par jour. Donc, faites x 30, ça vous donne à peu près la quantité de diesel qu'on passe par mois. Puis faites fois 2 piastres du litre maintenant, c'est ce que ça coûte. On a passé de 3 000 à presque 9 000 $ l'année dernière par mois en frais de diesel. Fait que c'est tout ça qui nous a fait dire, bon, ben comment on peut continuer à rendre cette entreprise-là rentable puis continuer à progresser, à donner de l'augmentation salariale à nos employés, à continuer à offrir un aussi bon service décent. Puis sans que les gens disent, on va amener notre bouffe, on n'ira plus au resto. Bon. Fait que c'est de là où est venu, il faut qu'on fasse un virage. Il faut penser à une autre source d'alimentation électrique que de brûler du diesel dans l'air, t'sais. Puis, c'est là que la Fédération des pourvoiries nous a approchés pour nous proposer un projet d'étude pour voir si on serait éligible à faire une transition énergétique à l'aide d'une turbine de rivière, une micro-turbine de rivière. C'est des projets qu'il n'y a pas eu vraiment beaucoup au Québec encore parce que je pense que le prix du diesel n'était pas encore assez élevé pour justifier un tel investissement puis un retour sur l'investissement. OK. Et il n'y avait pas non plus les aides gouvernementales nécessaires à ce moment-là. Donc, c'est pour ça que quand on a été approchés, on nous a offert « Veux-tu faire cette étude-là? » Oui, absolument. On a fait l'étude parce que j'étais déjà en train de me dire « Il faut que je pense à quelque chose. » Puis là, j'avais plein de gens qui me disaient qu'ils pouvaient m'aider. Donc, on est allé de l'avant. Mais c'est quand que l'étude a été terminée, les plans et devis proposés et le coût du projet. J'ai fait c'est comme acheter 2 fois le relais 22, ça, là. Celle-là, je m'en attendais pas. Mais il y a 2 ans, là, il y a 1 an et demi, quand l'étude a été terminée, puis les coûts, là, j'ai fait Mais ça a-tu été proposé à toutes les pourvoiries? Parce que, tu sais, on a 64 pourvoiries sur le territoire où ils sont allés directement vers vous. C'est ces gens-là qui développent ces produits-là de micro-turbines de rivière, veut pas, ont eu une cartographie avec la Fédération des pourvoiries, des pourvoiries où il y avait un potentiel de rivière et de chute à proximité. Il faut s'entendre que la chute, il faut qu'elle soit à moins de 10 km de la pourvoirie. Mais même, ils disent des fois entre 6 et 7, là, parce que plus tu t'éloignes, plus c'est cher à cause du fil et tout ça. Donc, c'est à ce moment-là qu'on a été ciblés parmi des pourvoiries à fort potentiel et qui étaient alimentés exclusivement par du diesel.
OK. Donc, ils en ont approché quelques-unes qui avaient des potentiels. On était aux alentours d'une quinzaine, OK. qui était un potentiel facile à évaluer maintenant. Puis on a levé la main tout de suite. On a été les seuls là, à pouvoir rentrer dans cette opportunité-là qu'on avait il y a 2 ans. Puis c'est pour ça qu'on est un peu les premiers à être Vous aussi êtes avancés. des pionniers, finalement. Des pionniers de quelques mois. C'est sûr qu'il y en a qui ont Mais il y a suivi pas de- par la suite, mais là, il y C'est en les a qui sont en premiers, là. processus de l'essayer, mais ça va être le tout premier projet là, de cette envergure-là et en 2020 et plus. Là. Ouais. J'espère que vous êtes fiers de ça. Ah ben oui, c'est sûr, c'est une fierté. Là, maintenant, qu'on sait que tout est canné, là, c'est une fierté là, de l'annoncer, de le dire que tout est sûr. Reste que les clients, l'année passée, ils voyaient Circuit électrique arriver ici avec le camion électrique, puis là, avec le casquette, puis tout le kit. Puis là, les gens, c'était pendant la chasse, il y avait tellement de monde. Ils disaient, mais qu'est-ce qu'ils font ici? C'est quoi qu'ils viennent voir? Puis là, les gens pensent que c'est Hydro-Québec qui font notre projet, mais non, c'est un projet privé. C'est nous qui faisons notre propre électricité, là. C'est Hydro-Québec maintenant qui nous demande gentiment, est-ce qu'on peut utiliser votre énergie pour implanter une borne électrique de recharge rapide pour les véhicules sur votre terrain, puis faire partie de la grande famille de circuits électriques puis de la MAP là, pour ce service-là. Donc, Parce que pour nos auditeurs, on peut dire qu'il y a 6 barrages électriques, si je me trompe autour, pas. là. Il y a la Tranche, bien évidemment, il y a la centrale de la Tuque. Oui. Il y a Gouin, Rapide Blanc. Rapide Blanc. Rapide Blanc, on a une bière aussi, hein, à son nom. Mm-hmm. Tu la connais? Ben oui. La pêcheresse. On a 20 ici, bien entendu. On a aussi le Rapide des Cœurs. Rapide des Cœurs. Aussi. Puis le Beaumont, c'est-tu un barrage aussi? Oui, il me semble que oui, c'est le Beaumont. Donc, on en a plusieurs, là. Ouais. Ça, puis la Tranche, là, qui est un... La Tranche aussi, on ne l'avait pas nommé. C'est ça, un autre barrage. Donc, êtes-vous passé par la Tranche pour venir ici? Non. Êtes-vous déjà passé par la Tranche, votre Mon équipe? mari, oui. Mais c'est de toute beauté. Il faut que vous passiez par là en revenant à la maison. Mais honnêtement, du haut de mes 37 ans, c'est la première fois que je me rendais ici. Oui! Oui, puis je suis native de la... C'est pas la dernière fois que tu vas venir, je suis certaine. Non, puis honnêtement, le chemin était magnifique. Là. Oui. Oui, il était très beau. Oui. Un peu de poussière, évidemment, mais tu sais, je trouve que la courtoisie entre les camions, les vannes, tout le monde sur le CB qui se cale... Oui. Honnêtement, j'avais peur de m'en venir ici et de conduire. C'est pour ça que mon mari est venu. Mais je le recommande là, de venir vous voir. C'est charmant. Oui. C'est pas si loin que ça. Il y a juste 58 km de gravel puis il est très bien entretenu. Oui, puis les paysages. Ah oui, on les voit presque plus parce qu'on connaît le chemin par cœur. Puis quand on conduit pas, effectivement, c'est plaisant de regarder le paysage. Mais quand on conduit, il faut vraiment être à l'affût parce que dans le dernier mois, j'ai vu à 3 reprises des orignaux là, dans le chemin. Des fois, on arrive en fin de journée après des commissions, petites lumières tombantes. Là, on les voit pas tout le temps. On en voit souvent. On est très choyés pour ça, par exemple. Même en allant faire ma course la semaine dernière avant de partir pour les 7 derniers jours, j'ai vu 2 orignaux avec ma chienne en allant courir. Là. Donc, on est vraiment chanceux. On veut pas voir de loups, on veut juste voir des orignaux. Oui, ben des ours non plus, on veut pas nécessairement les eux autres, voir, on les voit pas. Ils sont trop gênés, ils sont peureux. Ouais. D'emblée, au départ, on a parlé de ton père et de ton grand-père qui ont immigré ici au Canada. J'ai l'impression, je me trompe peut-être, mais j'ai l'impression que ta famille gravite autour de toi en ce moment. Ah oui. J'ai l'impression que tu as envie peut-être aussi de redonner comme ton grand-père a redonné parce que lui a été très, très... il a donné puis il a aidé les gens à s'en venir immigrer au Canada. Oui. Est-ce que je me trompe en disant ça, que à ton tour, tu as envie de faire partie de cette... De cette culture-là? Je ne sais pas comment moi non plus, je ne sais pas comment le dire. Mais de donner une possibilité à d'autres de vivre... donner aux autres, là, énormément. Oui, mon grand-père a vraiment aidé plusieurs familles à faciliter leur arrivée au Canada en leur assurant déjà un logement, en leur assurant un emploi. Et puis, veut pas, avec le manque de main-d'œuvre qu'on subit actuellement, ça a été dans mon idée d'aider ma famille portugaise à même venir ici. Okay. Il y a la difficulté de la langue. Et il y a aussi le fait que tous mes cousins et cousines qui sont encore là-bas, que je suis déjà allée visiter, ils ont encore des jeunes enfants. Donc, leur offrir un emploi ici avec nous, ça devenait plus difficile pour la maman
l'école. C'est ça. C'est peut-être dans quelques années. Mais j'ai vu l'opportunité de débuter ce processus-là, de faire venir des travailleurs étrangers. Je me suis informée dès l'année dernière, après un voyage que j'ai fait en Tunisie. J'étais allée voir les gens là-bas qui parlent en français. Ça avait toujours été un rêve d'aller en Tunisie. Et puis, j'ai rencontré une très belle famille par hasard là-bas. Et c'est à ce moment-là que, dès mon arrivée, j'ai commencé le processus pour faire venir 2 travailleurs qui viennent de la Tunisie. Ça a pris 1 an. Ils sont arrivés le 17 avril dernier. Puis, c'est tellement... la façon dont je l'explique à mes employés, qui sont mes amis, qui c'est ma famille, c'est comme inclure un nouveau membre de la famille parmi nous. Puis, c'est de les prendre par la main énormément. Parce qu'il a fallu qu'on leur choisisse un logement là-dessus, qui est aussi difficile à trouver. On l'a meublé, on l'a décoré pour elle. Puis j'ai impliqué tous mes employés dans tout ça. Tout le monde m'a aidé à trouver des meubles, à le décorer, à le repeindre, même avant leur arrivée. Parce que dans le fond, ils viennent travailler quand même 7 jours, eux autres aussi. Oui, ils restent 7 jours à la TUC. Je n'étais pas pour les garder ici tout le temps. Déjà c'est un choc d'arriver dans un aussi petit village qui arrive d'une ville de Tunis de 3 millions d'habitants. C'est plus gros que Montréal. Puis là, il arrive à la TUC. C'est dépaysant de voir une aussi grande ville, des aussi grands espaces pour aussi peu de gens. Mais il y a beaucoup de gens à la TUC. C'est juste que pour eux, ils sont pas habitués de voir des trottoirs vides où tu as tout l'espace pour toi à la TUC. Là. La nature est là, toute pour toi. Puis là, les garder ici en forêt tout le temps, ça aurait été... Non, ils auraient viré folle, pauvre petite. Il aurait peut-être manqué un peu d'animation ou de social. Malgré qu'on s'anime très, très bien, on se fait bien du fun. Mais reste qu'il y avait ce besoin-là. Puis c'est une obligation qu'on a en tant qu'employeur aussi, quand on en fait venir pour travailler pour nous, de leur assurer un logement quand ils arrivent. Donc, ça, on l'a fait pleinement. Puis avec amour, ils sont arrivés, tout était là. Il y avait même des vêtements dans les tiroirs plus chauds parce qu'ils arrivaient en période un petit peu fin d'hiver. Donc, je pense qu'ils sont très heureux, ils sont très gentils. Ils nous ont offert tout plein de cadeaux. C'est des gens extrêmement généreux. Autant généreux que je puisse peut-être l'être et que toute mon équipe l'est, là. Puis, ça fait tellement de bien en dedans de dire qu'on a aidé des gens. Oui, c'est ça. Et puis, j'ai aussi une Haïtienne qui est arrivée dernièrement. Et j'ai Élie, qui est une Française, qui travaille pour moi aussi. Ils sont en processus d'obtenir leur nouveau permis de travail pour 2 ans pour nous. Mais c'est des gens qui ont déjà soit un PVT, soit un permis de travail ouvert de quelques mois là, pour le temps qu'ils arrivent et qu'ils se placent. Là. Mais tout prochainement, d'ici la fin de l'été, ils vont avoir leur permis de travail. Donc là, tu vas être rendu à 4 personnes. 4 personnes, oui. 4 nouveaux employés qui ont dit bye-bye à leur vie. Oui, à leur vie, leur pays, leur famille, leurs coutumes. Oui, surtout Merlande, qui est haïtienne, là, c'est un choc, là. Faut que je vous conte une anecdote. Oui, certainement. Une bonne anecdote, vous allez rire. Le premier matin, quand elle est juste venue visiter ici, j'étais avec Elisabeth et on déjeune avant l'ouverture. Il est comme 6h30 le matin. C'était pendant la fête de la Reine. On avait du monde. Puis là, on déjeune. Puis là, on a notre ami de chapeau que vous avez vu tout à l'heure, il demande de l'affection tous les matins. Donc, je le prends dans mes bras. Je suis en train de flatter de chapeau. Et là, Merlande, elle parle pas beaucoup, elle écoute beaucoup parce qu'elle a encore un petit peu de difficulté avec la langue. Elle regarde Elisabeth et elle me regarde. Elle dit « Mangez le chat? » Je dis « Non, ici, on mange pas de chat. » Oh non! Donc, tu sais, on part de loin, donc, puis on a tellement à apprendre, et eux aussi, de s'habituer. Donc, ça, j'ai encore des frissons, là. J'ai dit, à tous les matins, je check si le chapeau, il est encore là. Mais elle est trop gentille, c'est sûr, elle fera pas de mal à chapeau. Mais c'est pour dire qu'on a tellement beaucoup, nous aussi, à s'adapter pour les accueillir, puis les rendre heureux, puis autonomes. Dirais-tu qu'ils sont déjà intégrés? Oh, je pense que ça va prendre un petit peu de temps encore. Tu sais, ne serait-ce de savoir c'est quoi de la margarine, ça va aussi loin que ça, là. Tu sais, le compte de banque, même si c'est des adultes qui étaient très autonomes dans leur pays, tout est différent ici. Non, ils ne savent pas c'est quoi une carte de crédit nécessairement. Non, la carte d'assurance maladie. Tout juste, c'est ça, ils ne comprennent pas pourquoi ils ont un crédit. Tu sais, c'est de l'argent qu'ils n'ont pas. Il a fallu expliquer à plusieurs reprises. Mais là, ça va faire 1 mois, puis on voit déjà là, que on n'a pas pu à répéter. Bien. Ah oui, quand même bien. Je crois qu'elles vont bien s'intégrer, mais c'est pas encore totalement fait. Ouais, ça va prendre encore quelques mois.
Ben oui, c'est normal aussi. Oui. Qu'est-ce que tu conseillerais à un employeur qui aimerait se lancer dans le recrutement à l'international? As-tu un des conseils que tu aurais aimé avoir puis que tu n'as pas nécessairement eu? Je suis très autodidacte. Hein? C'est quelque chose que j'ai fait par moi-même. Je sais qu'il y en a plusieurs qui utilisent des firmes pour les aider. Ça coûte quand même assez cher. Oui. Et puis, le processus est fait par quelqu'un d'autre. Puis des fois, ils ne sont pas totalement satisfaits des qualifications. C'est un intermédiaire entre toi puis les nouveaux arrivants, finalement. Le gros avantage que j'ai eu, c'est d'aller les rencontrer auparavant, de connaître leur famille. Je sais qu'on n'a pas toute l'opportunité ou la chance de pouvoir le faire. Merlande, qui vient d'Haïti, je l'ai choisie parce que parmi les 400 CV que j'avais eus, elle était parmi les 5-6 qui avaient un diplôme en cuisine et pâtisserie, surtout pour la cuisine. Mais on s'entend que la cuisine d'Haïti et la cuisine d'ici, elle est complètement différente. Autant les mets que l'outillage pour arriver à un plat. Les ingrédients sont pas du tout pareils. On a peut-être des fois de la difficulté à s'en procurer. Oui. Fait que donc, tout est à apprendre, mais la base est là. L'amour pour la cuisine, elle est là. Et puis, j'ai choisi Merlande parce que, justement, l'Haïti était un pays en instance de conflits politiques et tout ça. C'est très difficile. J'ai dit, si je peux en aider un, je l'ai pris comme ça. Mais elle, je l'avais pas rencontrée avant. Mais de faire les démarches nous-mêmes, de rencontrer la personne, d'aller vers quelqu'un qui parle peut-être déjà français, des pays où les gens parlent déjà français, c'est facilitant parce qu'ils parlent quand même déjà 70 % bien notre langage. Le 30 % c'est notre accent. Donc, qui ont un petit peu de difficulté. Nous autres, à la TIC, on a quand même un bon... J'ai changé beaucoup mon langage. Je fais beaucoup plus attention à ce que je dis. J'essaie de parler beaucoup moins vite avec elle. Souvent, ils me disent « Christine, moi, je te comprends bien. » Mais elle dit « Je comprends pas bien les autres clients. » Mais je dis « Mais je fais attention. » Tu sais, j'essaie de faire attention à la façon dont je prononce et tout ça. Puis sinon, ben, un autre conseil que je pourrais donner, c'est que c'est long. Puis il faut se prendre d'avance. Il faut y penser avant. C'est 1 an. C'est 1 an. Et puis, ce que j'ai trouvé, moi, le plus compliqué, c'était d'ouvrir mes comptes. Tu sais, le guichet emploi, ouvert mon compte à RIMA. Un coup que ça, c'est fait une fois, les autres demandes, ils se font comme ça. Tu deviens habitué. Ça va bien quand même. Puis, si on a la chance de pouvoir découvrir déjà des immigrés qui sont déjà au Québec, mais qui ont justement un permis de travail qui se termine bientôt, ils ont déjà l'intégration de fait. Puis des fois, c'est de considérer ces CV-là qui rentrent, puis de pouvoir même les rencontrer, puis de faire la demande après ça pour eux. Ça peut être une solution plus facilitante. C'est l'autre conseil. Là, donc maintenant, moi, je vais chercher beaucoup plus des employés qui sont déjà au Canada, mais dont le permis est sur le point de se terminer, puis de donc, pouvoir ils ont déjà un pied là. Déjà un pied à terre ici. Oui, c'est ça. C'est en plein ça. Ah. Là, on parle de nouvel arrivant. Toi aussi, dans le fond, tu as quand même... t'es natif quand même du Québec, là. Oui. T'es né ici, mais tu as des racines portugaises. Est-ce que tu as apporté le Portugal ici? D'une quelconque façon? Depuis que je suis toute jeune, je sens que je suis différente de mes amis au Québec. Là. J'étais sur la Côte-Nord, puis on faisait déjà les choses différemment chez nous. On mangeait pas de la même façon que les autres. Mon père faisait cuire de la sardine sur la braise dehors. Là. Moi, je pensais que toutes les familles mangeaient de la sardine. Là, mais non, c'est pas ça. C'est juste nous. On faisait beaucoup griller les poissons. Tout le monde avait des barbecues au propane. Nous autres, c'était tout le temps sur le charbon de bois. Puis je disais, mais pourquoi nous autres, on n'a pas... par exemple. Oui, mais c'est après, quand j'ai goûté le barbecue chez mes amis, que j'ai fait, non, mais nous autres, c'est bien meilleur chez nous. Mais moi, je me disais, mais pourquoi que nous autres, on n'a pas de barbecue au propane? Je me disais, c'est-tu parce qu'on est pauvres? Mais c'est juste parce que c'est pas bon. Oh my God! Donc, au fur et à mesure que je grandissais, puis c'est quand j'ai réalisé qu'on était différents vraiment la première fois que je suis allée au Portugal, puis que là, j'ai retrouvé plein de choses que mon père, que mon grand-père avait reproduit chez nous ici. Nous, on avait un foyer fait en pierre, en béton, à l'arrière. On faisait cuire les bines avec le charbon de bois. On faisait cuire les poissons sur la grille ou les steaks. Ça l'avait toujours été ça. Donc, puis il y en avait un chez mon grand-père, il y en avait un chez nous, il y en avait un chez mon oncle.
Mais je voyais bien qu'il n'y en avait pas ailleurs. Mais quand je suis arrivée au Portugal, j'ai vu que dans tous les parcs les Açores, il y a ça. C'est coutumier. Les gens font des pique-niques les week-ends. Ils vont cuisiner en nature avec du charbon de bois que les municipalités viennent mettre à leur disposition. C'est de toute beauté. Puis c'est là que j'ai fait « Ah, c'est de là que ça vient. » Mais j'ai réalisé ça, j'avais 20 quelques années, là. Quand même. Et puis, en arrivant ici, bien entendu, tu sais, des fois, quand on n'a pas beaucoup de temps, mais des petites périodes où les printemps, quand on a le temps de cuisiner pour les employés, de les gâter, de se faire des petits parties ensemble, des soupers communautaires, bien, souvent, je vais allumer la table à bois en arrière de feu, puis je vais là, cuisiner tout sur la braise. Puis là, ils me demandent, c'est quoi que tu as mis comme épices? Rien, c'est juste du sel, du poivre, tu sais. Mais c'est juste la cuisson des poissons, tout est fait différemment. On mange les choses de façon différente qu'ici. Puis oui, j'en ai apporté ici. Le poulet à la portugaise, j'en ai fait souvent. Oui. Ils aiment beaucoup les légumineuses au Portugal. Le chorizo, on peut en acheter maintenant en épicerie, du chorizo, mais c'est pas celui qui vient des Açores. Il est légèrement fumé, un peu moins sec que celui qu'on achète en épicerie. On peut en retrouver dans les épiceries à Montréal, certaines épiceries spécifiques là, qui viennent des Açores. C'est des charcuteries qui sont excellentes. Donc, j'en ai toujours ici. Le boudin, c'est une viande qui est une charcuterie qui est mangée beaucoup au Portugal aussi. Ça aussi, j'en ai tout le temps. Donc, de la pieuvre. Il est apprêté en charcuterie, le boudin? Oui, le boudin, il y a un peu de viande de mélanger aussi au travers. Il est épicé, il est piquant. Donc, tu sais, le boudin essentiellement de sang de porc qu'on mange ici, qui est très crémeux, c'est très, très différent. Au Portugal, c'est fait de façon différente. Ils vont même mélanger ça dans des plats avec des bines qu'on fait au four. Ça vient donner un goût aussi à la fève qui est cuisinée avec de la tomate. Vraiment différent. Ça ouvre l'appétit. Oui, mais j'ai toujours cuisiné à la portugaise dès que je le peux. Oui. En terminant avec tout le parcours, le chemin que tu as parcouru, y a-t-il un rêve que tu n'as pas encore réalisé que tu aimerais accomplir? J'ai fait tellement de choses. Il nous reste encore 1 heure. Là. Tu peux continuer. Je t'agace. On a juste effleuré là, tout plein de choses. Puis quand j'étais... ça m'est arrivé quand j'étais à Bécomo. En arrivant à Bécomo, je suis une personne qui... On n'a pas parlé de ça. Je suis très artistique. Je fais... Tout ce qui est dessin, j'adore. Mais je suis quelqu'un qui se complète rapidement dans quelque chose. Bon, je vais commencer à faire des bijoux, je vais avoir fait quelque chose un an de temps, c'est correct. J'ai fait du cuir, que ce soit de la maraconnerie que tu viens tapocher puis faire des dessins sur des ceintures, des agendas, des bracelets. Je payais mes voyages annuels juste en faisant un atelier des coffres en cuir que je vendais avant les fêtes dans les foires des arts avant Noël. Puis je me payais un voyage avec ça au printemps, puis tout le matériel pour en refaire l'année d'après. J'adore l'artisanat. J'ai tissé longtemps avec ma mère. Ça, c'est quelque chose qui fait partie intégrante de moi. Je suis une artiste. J'adore dessiner. J'adore peindre. J'ai essayé la peinture à l'huile, la peinture à l'acrylique. Même que mon premier cours de peinture à l'acrylique à Bécomo que j'ai fait, l'artiste qui me passionnait, elle était excellente. Elle avait demandé au groupe « Pourquoi vous suivez un cours de peinture à l'acrylique? » Fait que là, des petites madames dans la retraite, moi, j'ai toujours rêvé. Puis moi, j'avais à peine 25 ans, j'arrivais à Bécomo. Puis là, j'avais dit, moi, je suis artistique, je veux essayer. Puis je veux être bonne rendue à la retraite. Je veux commencer tout de suite. Je commence à la retraite, mais pas toi. J'ai fait plusieurs toiles. J'adore la peinture. Là, je me lance depuis 2 ans dans le tatouage que j'adore. Je performe très bien. Oui, j'ai mon petit atelier en haut. Je le fais vraiment dans mes loisirs, mais il faut que ça soit quelque chose qui me passionne, un projet, que je pars du début, d'une idée. Je fais mon dessin, je l'imprime, puis je le fais sur la personne. C'est des projets très personnalisés, avec beaucoup de détails. J'adore ça. Donc, je suis très bonne en dessin. Ça va très bien le tatouage aussi, présentement. J'adore ça. C'est comme si tu avais ton côté entrepreneur puis tu avais le côté artiste. C'est comme un balancier. Fait que probablement que ce petit côté créatif-là te permet justement de décrocher. Carrément. Quand je peinture, quand je dessine, quand je fais du tatouage, je ne pense à rien d'autre. Comme quand je vais faire du sport, c'est la même chose, c'est la même affaire. Puis souvent, je dis, quand j'aurai fini de travailler au relais, je vais m'ouvrir une boutique de tatouage.
Mais je pense que je vais être rendue trop vieille, là. D'après moi, tu vas avoir pas mal de cordes à ton arc. Il va y avoir du tatouage. Je ne manquerai pas d'idées par rapport à ça. Ça, c'est sûr et certain. Je suis une grande aventurière. En 2010, j'ai fait le Trophée Rose des Sables aussi. J'étais allée au Maroc. J'ai fait cette course-là parmi plusieurs Québécoises. On était comme 70 équipes québécoises. On a fini 11e, la course. Ça m'a rempli de fierté de faire tout ce projet-là, le financement aussi. Peut-être mes autres projets, le voyage. J'adore voyager, j'adore voir d'autres cultures. Ça serait peut-être un projet aussi futur, les voyages. Oui. Ben, je te souhaite honnêtement de réaliser tes grands rêves parce que tu as beaucoup d'idées. Puis on est bien fiers d'avoir eu le plaisir de te rencontrer. Ça a été un plaisir pour moi. Je pense qu'on aura assez de stock pour en faire un deuxième éventuellement. En fait, on s'était jamais rencontrés, on s'était jamais parlé. On s'est vus, dans le fond, au déjeuner des femmes à la TUC. Puis c'est là qu'on s'est découvert. Puis même à ce déjeuner-là, on n'a pas eu le plaisir de se parler parce que, bon, la vie va vite. Oui. Mais là, je suis vraiment contente. Je me sens privilégiée d'avoir eu cet entretien-là avec toi, honnêtement. C'est une personne à découvrir, puis je dis aux auditeurs de venir te visiter, de te rencontrer. Ah, bien, c'est très gentil. Merci. Est-ce que, Christine, on peut dire que tu as choisi la ville de La Tuque? Vraiment, vraiment, parce que on venait déjà pour notre chalet avant d'acheter, puis les gens étaient tellement gentils. Et il n'y avait pas de... sur la Côte-Nord, souvent, les gens... Il y a personne qui vient de la Côte-Nord. C'est des communautés très jeunes, hein? Donc, tout le monde venait de l'extérieur. Puis mon père, même s'il était immigrant, souvent, il les appelait les étranges. Les étrangers, ils appelaient les étranges. Tu sais, c'était un patois, là, quand tu venais pas de là-bas. Je l'ai ressenti quand je suis arrivée à Bécomo de mon nom de famille. Tu sais, t'es une petite qui? Rise. Ah, tu viens d'où? C'est une question qu'on me pose couramment. Je suis rendue dans mon habitude. Quelqu'un dit Christine dans une salle d'attente, mais il dit pas le nom de famille. Je dis, tu sais, moi, parce qu'ils sont pas capables de dire mon nom de famille. Donc, quand on est arrivé à La Tuque, on a zéro senti ça. Zéro. Puis les gens étaient tellement accueillants, ils posaient des belles questions. Puis on lui disait, bon, on a un chalet, tout ça. Puis quand on est devenu propriétaire du Relais 22, ça a été une fierté. Puis les gens sont tellement gentils, là. C'est ce que je répète à tout le monde quand je retourne sur la Côte-Nord. C'est pour ça qu'on est... de la famille automatiquement. On s'est fait adopter. Ouais, on s'est fait adopter. Ouais. Puis je veux juste la faire connaître à tout plein de gens maintenant. En tout cas, on va le faire passer. On va la faire rayonner. Ouais. Oui, partout. Partager notre émission oui. sur les réseaux sociaux. Merci, Christine. Ah, merci beaucoup. Merci à vous tous d'avoir pris la peine de faire toute cette troupe-là pour venir me voir. Ah, ça n'a vraiment pas été long. Je sais, c'est une petite affaire de rien. Merci beaucoup. Merci.